Bienvenue dans Focus Sahel, en direct de Washington sur VOA Afrique, avec Mohamedou Oumfa. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Focus Sahel, l'émission qui vous offre une perspective unique sur la région. Chaque semaine, nous explorons les nombreuses facettes de la vie au Sahel. Au sommaire de cette édition, gros plan sur la démocratie au Sahel, les différents coups d'État au Mali, au Burkina Faso, en Guinée et récemment au Niger inquiètent les États-Unis qui réfléchissent sur les moyens d'aider à la restauration de la démocratie dans cette région. Eric Manirakiza fera le point en revenant sur les déclarations de la secrétaire d'État adjointe des États-Unis en charge des affaires africaines, Molifi, devant le Congrès. Pour une analyse, nous recevrons comme invité Soumaïla La. Il est le coordonnateur de l'Alliance citoyenne pour la réforme du secteur de la sécurité au Sahel. Nous nous intéresserons ensuite à une pénurie d'eau qui touche plusieurs villages de la région de Badiangara au Mali, obligeant certains habitants à utiliser de l'eau des mares. Le fait marquant de la semaine, c'est la bataille de Kidal au Mali. L'armée malienne dit s'être emparée ce mardi de ce bastion des séparatistes, un enjeu majeur de souveraineté pour l'État central à Bamako. À suivre enfin le reportage de notre correspondant au Burkina Faso, Lamine Traoré, qui s'intéresse à un musicien qui a décidé d'organiser un concert pour parler de paix et d'unité dans un contexte de crise sécuritaire. Merci de vous joindre à nous pour ce voyage d'information et de découverte dans le Sahel. Il y a un important recul démocratique dans le Sahel, marqué notamment par les coups d'État au Mali, au Burkina Faso et récemment au Niger. Le constat a été fait par un haut responsable du département d'État des États-Unis. La secrétaire d'État adjointe aux affaires africaines, Molifi, s'exprimait devant le Congrès sur les causes de l'instabilité dans cette région et sur l'approche de l'administration Biden en vue de restaurer la démocratie. Les détails dans cet élément que nous propose Eric Manirakiza. Il existe plusieurs facteurs d'instabilité politique au Sahel, a déclaré la secrétaire d'État adjointe aux affaires africaines, Molifi, lors d'un récent témoignage devant le Congrès. Le problème principal est la faiblesse de la gouvernance. Tous les pays où un coup d'État a eu lieu avaient auparavant connu des prises de pouvoir militaires. Nombre de ces gouvernements s'étaient livrés à des pratiques de corruption, n'avaient pas fourni les services de base et avaient ignoré les valeurs démocratiques en prolongeant la durée des mandats ou en bafouant les droits de l'homme. Ces pratiques ont mis à l'épreuve la présomption que la démocratie fonctionne. Les atrocités commises par l'État islamique et la branche d'Al-Qaïda connue sous le nom de Jenim, ainsi que les prédations des groupes armés criminels, ont exercé une pression implacable sur les gouvernements et les civils. Les dirigeants militaires invoquent l'échec supposé de la démocratie pour justifier leurs actions. Mais le régime militaire n'améliore pas la vie des gens, a souligné le secrétaire adjoint Fi. En fait, les régimes militaires appauvrissent les populations et les rendent moins sûres. Le nombre de décès dus à la violence politique a augmenté de 150% au Mali et de 77% au Burkina Faso en 2022. Les violences ciblant les civils au Mali ont augmenté de 38% cette année. Près d'un tiers de ces incidents ont été perpétrés par les forces de sécurité maliennes ou le groupe Wagner. Les incidents violents au Niger ont augmenté de 42% au cours du mois qui a suivi le coup d'État. Les États-Unis s'efforcent de favoriser le retour à la démocratie dans la région, a déclaré le secrétaire adjoint Fi. Dans le cas du Niger, nous travaillons en étroite collaboration avec la CEDEAO. L'Union africaine et les commissions économiques régionales d'Afrique sont des partenaires essentiels pour faire progresser la paix et la démocratie. Le secrétaire d'État Blinken a rencontré les ministres des Affaires étrangères de la CEDEAO
lors de la récente Assemblée générale des Nations unies afin de proposer une approche progressive de la reprise de l'aide américaine basée sur des actions concrètes visant à rétablir un régime démocratique dans le pays. Engagés auprès du peuple nigérien, les États-Unis ont maintenu l'aide humanitaire et l'assistance sanitaire et alimentaire de base. Le Sahel fait partie intégrante de nos relations avec le continent africain, a déclaré le secrétaire adjoint FI, assurant que les États-Unis continueront à soutenir le retour à la démocratie dans toute la région. Merci Eric Manirakiza qui faisait le point donc de la position de l'administration Biden sur la démocratie au Sahel. Et pour une analyse, je suis en ligne avec Ousmaïla Allah. Il est le coordonnateur de l'Alliance citoyenne pour la réforme du secteur de la sécurité au Sahel. Bonsoir Soumaïla Allah. Bonsoir Mohamedou. Voilà, vous venez de suivre ce reportage qui parle de la position de Washington. Washington qui note que les récents coups d'État dans le Sahel traduisent un recul démocratique. Mais sur place, Soumaïla Allah, on a constaté que les coups d'État étaient soutenus par une bonne partie de la population qui sortait dans les rues pour soutenir les militaires. Y a-t-il un péril sur la démocratie dans le Sahel? Péril, je ne pense pas. Je pense qu'employer le mot péril serait aller quand même trop loin, à mon sens. Je dirais plutôt que dans le Sahel, aujourd'hui, la démocratie vit un sale temps. Quand on sait que jusqu'à récemment, certains pays de la région avaient quand même connu des systèmes des systèmes démocratiques, on va dire, relativement stables, avec des élections plus ou moins régulières, une ou des alternances politiques et un certain niveau de liberté d'expression. Il est vrai que ces pays, sinon l'ensemble des pays du Sahel, ont par la suite connu des défis très très importants en matière de démocratie en raison de divers facteurs tels que l'instabilité, sinon les instabilités politiques, l'insécurité, la corruption, la pauvreté, l'extrême pauvreté d'ailleurs, la pression des groupes extrémistes et les terroristes. Ces défis ont pour l'essentiel facilité l'irruption de la Grande Muette sur la scène politique, sur fond, on va dire, en tout cas quelle expression d'ailleurs je vais employer, sur fond de garanties pour les populations qui de plus en plus sont devenues très exigeantes, qui de plus en plus sont devenues très regardantes. De l'autre côté, depuis plusieurs années, les différents gouvernements de la région du Sahel sont confrontés à la nécessité de renforcer la démocratie tout en luttant contre ces défis que j'ai cités. Et c'est dans ce sens que des efforts depuis plusieurs années sont déployés par les gouvernements, les organisations régionales et internationales, ainsi que la société civile, pour renforcer la démocratie, même si jusque-là, et au regard de ce qui s'est passé récemment, on peut valablement dire que ces efforts n'ont pas payé. Donc, pour dire que globalement, la démocratie dans le Sahel est un processus en évolution, influencé par des dynamiques politiques, sociales, économiques, sécuritaires complexes, et qui sont propres à chaque pays. Donc, nous pouvons véritablement dire que le Sahel traverse une zone de turbulence à la recherche de son modèle. Une zone de turbulence, Soumaïla Allah, marquée notamment par des attaques terroristes qui ont été enregistrées en grand nombre ces derniers temps, ce qui a poussé effectivement certains militaires à prendre le pouvoir. Mais il se trouve que ces mêmes militaires étaient déjà en charge de la lutte contre le terrorisme. C'est donc, selon vous, un prétexte où vous pensez que le terrorisme est l'une des vraies causes de l'instabilité politique que l'on a observée ces derniers temps dans le Sahel? Les deux, je dirais que c'est les deux. D'abord, c'est l'une des causes parce que, comme je l'ai dit, les populations sont devenues très, très regardantes sur les questions de gouvernance, sur les questions de redevabilité. Et on constate que, pour l'essentiel, dans les États, les populations ont eu l'impression que les États ne faisaient pas assez. Donc, la Grande Muette, par endroit aussi, a eu l'impression que les gouvernants de l'époque ne faisaient pas assez. Donc, on peut dire qu'au-delà de cette réalité, il y a un opportunisme aussi qui s'est créé. La Grande Muette a senti que le vent lui était favorable pour faire une irruption, on va dire, sur la scène politique. Et elle n'a pas manqué l'occasion. Et véritablement, c'est ce qui fait aujourd'hui
que nous sommes dans un cycle de coups d'État. Je pense que les organisations régionales et internationales aussi ont péché dans l'appréciation et ont prêté le flanc à un certain nombre de choses qui ont fait que ces militaires au pouvoir ont eu de légitimité dans leur pays sur fond de patriotisme et de nationalisme. Oui, tout à fait. Alors, dans l'élément qu'on a suivi avant de vous avoir, Soumaïla Allah, Molifi disait que par le passé, on a vu des régimes militaires qui ont pris le pouvoir, mais qui n'ont pas forcément obtenu des résultats satisfaisants par rapport au régime qu'ils avaient effectivement renversé. Est-ce que c'est votre avis? Et si oui, pourquoi est-ce que les putschs se succèdent quasiment dans les mêmes pays? Je ne suis pas en phase avec Molifi, la secrétaire d'État adjointe, en ce sens que, pour moi, une rupture constitutionnelle, on est tous d'accord sur cette question, n'est jamais souhaitable, même si elles sont souvent accompagnées par des ferveurs populaires. Et il faut poser un regard croisé sur les régimes militaires. Et le fait de poser un regard croisé permet de comprendre les contextes et les dynamiques à la fois internationales, régionales et nationales qui ont permis ces coups d'État-là. Quand vous regardez ce qui s'est passé au Mali en 2012, ça n'a absolument rien à voir avec ce qui s'est passé en 2020. Idem pour les années 80-90, que ce soit au Mali, au Burkina, au Niger, les défis ne sont également pas les mêmes. Aujourd'hui, la plupart des régimes de transition sont confrontés à des dynamiques sécuritaires qui font qu'ils ont l'assentiment des populations. Dans les années 80, ce n'était pas ça. Et pour ce qui est, on va dire, des questions sécuritaires, on a l'impression que les populations semblent donner blanc-seing à ces autorités militaires-là, ce qui leur confère quand même une certaine légitimité. Maintenant, sur les autres considérations, les considérations économiques, les considérations des droits de l'homme, il y a matière à discuter. Il y a véritablement une concentration des efforts sur les questions sécuritaires au détriment des autres secteurs. Soumaïla Allah, alors on va y aller rapidement. Washington dit vouloir œuvrer à la restauration de la démocratie dans ces pays du Sahel. Est-ce que Washington peut véritablement jouer ce rôle et pourquoi? Je pense que c'est quand même une affirmation qui a des allures hypocrites, à mon sens, et même très hypocrites de la part de Washington. Quand on sait que ce qui se joue au Sahel aujourd'hui était prévisible et avait été annoncé depuis une dizaine d'années, les Américains ont toujours été très sélectifs dans leur appui aux États du Sahel. Il y a des besoins qui avaient été exprimés. Le président malien de l'époque, Amadou Toumani Touré, avait en tout cas attiré l'attention sur le problème, sur les dangers à venir et avait indiqué que le Mali seul ne pouvait pas résoudre le problème, a fait appel à la communauté internationale, a fait appel aux États du Sahel pour aller vers une conjugaison des forces afin de maîtriser le mal qui se présentait. Les Américains n'ont pas prêté le flanc. Et aujourd'hui, venir se poser en tout cas en solution me semble hypocrite. Quand on prend aussi le cas du Niger, les États-Unis ont joué double jeu. Les États-Unis ont joué double jeu et sont sortis gagnants de ce qui s'est passé au Niger. Je pense véritablement que c'est le médecin après la mort. La solution, pour moi, elle est africaine, elle est sahélienne. Et seule cette solution sahélienne, pour moi, peut être viable. Parlons justement des solutions pour terminer, Soumaïla Allah. Comment mettre fin au cycle sans fin des coups d'État que l'on observe depuis plusieurs années? Il y a eu des coups d'État avant, il y en a maintenant, il y en aura encore. Comment arrêter tout cela? Je pense que aujourd'hui, les gouvernants et leurs partenaires doivent être très regardants sur un certain nombre de choses. La résolution du cycle des coups d'État dans les pays du Sahel est un défi très complexe qui nécessite une approche, on va dire, multifacette, multidimensionnelle et une action coordonnée à plusieurs niveaux. Je dirais que pour surmonter ces défis et promouvoir la démocratie, il est quand même crucial de renforcer les institutions. Nous avons des institutions jusque-là très, très, très faibles, qui sont très souvent inféodées à l'exécutif, ce qui sape les efforts en termes de maintien et de sauvegarde de la démocratie. Il est essentiel de lutter contre l'insécurité. Je pense qu'il y a beaucoup d'efforts qui sont déployés dans ce sens. Et il est extrêmement important que ces efforts pour rétablir la paix et la sécurité soient accompagnés par, en tout cas, des politiques de développement économique et social, justement, qui permettent aux populations de ne plus presser le flanc
à l'extrémisme violent, au terrorisme et qui permettent aux populations de vivre dignement. Ce n'est qu'avec ça qu'on pourra sortir de ces cycles. Merci beaucoup Soumaïla. Avant de vous laisser partir, je vais vous lire quelques commentaires que nous avons reçus sur la page Facebook de VOA Afrique, puisque nous avons sollicité nos téléspectateurs, nos auditeurs et nos internautes pour participer à ce débat. Alors, on a reçu le commentaire de Gabriel Ekwalanga qui dit « Recul démocratique au moment où ces pays étaient confrontés au terrorisme. Ces militaires ont pris le pouvoir pour rétablir l'ordre et la sécurité dans les 10 pays. La démocratie à la mode occidentale n'est pas plus importante que la paix, la sécurité et la bonne gouvernance. » L'autre commentaire que nous avons reçu est de Ousmane Sogodogo. Il dit « Tout allait bien avec la démocratie jusqu'à l'avènement du terrorisme au Sahel aggravé par l'intervention militaire en Libye. » Salfo Sawadogo dit « La dictature sera la meilleure gouvernance chez nous en Afrique. Il y a trop de désordre et d'indiscipline ici. » Et puis Ngoy Kada dit « Parce que la démocratie est un produit d'importation. » Voilà quelques commentaires que nous avons sélectionnés. Merci beaucoup à notre invité Soumaïla La, qui, je le rappelle, est le coordonnateur de l'Alliance citoyenne pour la réforme du secteur de la sécurité au Sahel. Le Sahel, une région à la croisée des chemins. Focus Sahel, votre nouvelle émission sur VOA Afrique. Crise sécuritaire, montée de l'extrémisme et déplacement de populations à influence étrangère, VOA Afrique braque ses projecteurs sur la bande sahélo-saharienne pour vous aider à comprendre les enjeux qui sévissent dans cette région et les événements qui rythment la vie de ces pays. Retrouvez nos équipes à Washington et nos correspondants sur le terrain pour des reportages, des analyses et des interviews. Pour tout comprendre sur le Sahel, rendez-vous tous les mardis à 18h temps universel sur VOA Afrique, voaafrique.com et toutes nos plateformes digitales. Au Mali, dans la région de Badiangara, en plus de l'insécurité grandissante, une pénurie d'eau touche plusieurs villages. Certains habitants utilisent l'eau des mares pendant l'hivernage. Les femmes rurales sont les plus affectées par cette pénurie. De Koro, voici la correspondance de Tidjani Ouedraogo. Si l'eau est la source de vie, elle se fait rare ces jours-ci dans plusieurs villages du plateau d'Ogon. Comme ici à Goulfal, un village situé à quelques kilomètres de Koro. Chercher de l'eau est devenu une corvée difficile pour les femmes. Rencontrés devant les grands puits du village, Hawa nous raconte leurs difficultés. Comme vous pouvez le constater, il n'y a pas d'eau dans le puits. Il est vraiment difficile d'avoir de l'eau pour préparer. On n'a pas d'autre solution pour se procurer de l'eau. Les femmes sont les plus affectées par la pénurie d'eau. Elles sont traditionnellement chargées de la collecte de l'eau et parcourent souvent des kilomètres. Lamata est dans sa cuisine en train de préparer l'étau. Elle nous raconte comment elle a pu trouver l'eau. Je me suis levée à 5 h du matin. J'ai pu avoir un peu d'eau et là, je prépare pour ceux qui sont au champ. Dans ces localités, l'accès difficile à l'eau fragilise la résilience des populations déjà affectées par l'insécurité. C'est du fait du jardinage depuis des années. Il dit que le plus obstacle à ces activités est l'eau. Pas loin que l'année passée, j'ai eu à mettre quelques trentaines de pieds de papaye. Alors, les papayes ont tellement donné qu'il y avait des pieds qui avaient plus de 50 fruits, même 60 fruits. Mais à partir du mois d'avril, comme je n'avais pas assez d'eau, l'eau m'a manqué. Finalement, mes papayes ont commencé de périr et j'ai vraiment perdu en pleine cueillette. Maïmouna est une femme déplacée à Koro. Elle a aussi choisi le jardinage pour sa propre réinsertion socio-économique. Elle veut bien profiter du secteur, mais a besoin d'accéder à un point d'eau supplémentaire dans son jardin. J'arrose les salades, oignons, un peu de tout. On veut le faire et bien profiter de notre activité si on a un point d'eau supplémentaire. Afin d'atténuer la souffrance de ces femmes dans ces zones, les autorités de la transition ont pu réaliser des forages dans plusieurs villages. Mais beaucoup de ces ouvrages sont inachevés.
Tidjani Ouedraogo pour VOA Afrique Koro. À présent, le fait marquant de la semaine. Ce mardi, l'armée malienne affirme avoir pris le contrôle de la ville de Kidal, foyer historique des insurrections indépendantistes et carrefour sur la route de l'Algérie. Aujourd'hui, nos forces armées et de sécurité se sont emparées de Kidal, a déclaré le colonel Assimi Goïta dans un message lu au cours d'un flash spécial à la télévision d'État. Des combats opposaient ces derniers jours l'armée aux rebelles après le départ précipité des casques bleus de la mission des Nations Unies. Pour en parler, retrouvons Sékou Tangara. Il est le directeur de la télévision africable au Mali. Bonsoir, Sékou Tangara. Bonsoir. Alors, quelles sont les dernières nouvelles du Mali? On sait qu'il y avait des combats ces derniers jours autour de Kidal. Est-ce que finalement l'armée malienne s'est emparée de cette localité comme on le voit sur les réseaux sociaux? Oui, l'armée malienne s'est effectivement emparée de la ville de Kidal. L'armée contrôle l'aéroport, les deux camps, y compris celui abandonné par la MINUSMA. Et ces ressources concordantes, que ce soit des habitants sur place à Kidal ou bien même de sources officielles. Vous venez de parler de ce message du colonel Assimi Goïta. L'armée malienne a bel et bien pris le contrôle intégral de la ville de Kidal. Merci beaucoup, Sékou Tangara. J'ajoute à votre suite que nous avons reçu il y a quelques instants une dépêche de l'AFP où les indépendantistes Touareg ont dit effectivement qu'ils avaient quitté la ville, mais que c'était un repli tactique. Alors, Sékou Tangara, pourquoi était-il important pour l'armée malienne de revenir à Kidal? Quelle est l'importance de cette ville pour le Mali? Oui, puisque la symbolique Kidal était très très forte. Vous vous rappelez à la faveur de la reconquête des régions du nord du Mali, Tombouctou, Gao avait été libéré concomitamment entre l'armée malienne et Serval, l'armée française qui était venue. Mais vous vous rappelez qu'aux portes de Kidal, l'armée malienne avait été interdite et puis cantonnée au niveau de Anéfis. Et ce sont des choses qui n'ont pas été acceptées par les différents régimes. Le président Ibrahim Boubacar Keïta, vous vous rappelez, en mai 2014, son premier ministre a dit que Kidal fait partie du Mali. Il a tenté une visite à Kidal. Cette visite s'est soldée par un massacre. Il y a eu des préfets, des administrateurs civils qui ont été égorgés. Et le Mali avait été humilié, l'armée a été défaite, chassée de Kidal. Le Mali a dû recourir à un cessez-le-feu unilatéral demandé à l'époque par la Mauritanie. Et c'est sur la base de ce rapport de force qui était défavorable au Mali qu'un accord avait été signé en 2015, l'accord pour la paix et la réconciliation. Mais depuis sa signature, beaucoup de Maliens l'ont récusé puisque disant que ça visait la partition du Mali. Donc Kidal, c'était un enjeu. Kidal, c'était une symbolique. Depuis 3 ans, les autorités maliennes parlent de souveraineté et cette souveraineté, elle ne pouvait pas être totale sans Kidal, d'où le fait de vouloir la reconquérir, la contrôler, la sécuriser et la remettre dans le giron malien. Oui, alors on le sait, Kidal c'était le bastion des rebelles Touareg. Maintenant que l'armée s'est emparée de Kidal, Sékou Tangara, que vont devenir les Touaregs, notamment les combattants qui défendaient la ville? Que prévoient de faire les autorités de la transition à Kidal? Il y a une démarche qu'on a remarquée cette fois-ci au niveau des autorités maliennes. Il n'y a pas eu de triomphalisme. Stratégiquement, Kidal est tombé depuis dimanche dernier. Les positions des groupes armés terroristes avaient été anéanties. L'armée pouvait y entrer, mais elle a attendu. En off, les officiers disaient qu'ils vont faire le ratissage autour de Kidal pour préserver les populations civiles. Donc, le fait qu'il n'y ait pas de triomphalisme, ça peut dénoter peut-être de la porte que laissent entrouverte les autorités maliennes par rapport aux frères égarés, parce que
il ne faut pas oublier que même en famille, souvent il peut y avoir des frères qui peuvent être égarés. Il faut que le chef, les aînés, aient recours au dialogue souvent pour les ramener. La déclaration des groupes armés, moi personnellement, exactement, ça ne me surprend pas parce que ce n'est pas la première fois que la rébellion a été défaite. En 1963, elle avait été défaite. En 1989, défaite. 2006, défaite. Malheureusement, nous nous acheminons vers la fin de l'émission. Nous avons retenu l'essentiel, ramener les Touaregs à la maison. Merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes le directeur de la télévision Africable au Mali. Et sans transition, regardons la note positive de cette édition au Burkina Faso. Smarty, c'est un rappeur constant et engagé. Il est sur la scène depuis maintenant 20 ans. Il a remporté le dernier Koundé d'or, c'est la plus haute distinction de la musique au Burkina. Dans le contexte sécuritaire difficile de son pays, il a décidé d'organiser un concert pour parler de paix et d'unité. Il met tout en œuvre pour la réussite de ce spectacle qui s'annonce beau. Regardons ce reportage de Lamine Traoré depuis Ouagadougou. Le volant, conduis-moi, petite lune. Nous allons suivre le musicien Smarty le temps d'une journée. Son titre Petite Lune de son dernier album Odyssée joue en boucle dans le véhicule pour la circonstance. Petite lune, je n'ai vraiment plus le temps. Faut rouler, je te suis. Il est en pleine préparation de son spectacle qu'il donne samedi prochain. Le stress et la pression montent. Mais c'est un habitué de scène. Lui qui a fait le plein du stade municipal 2 ans plus tôt. Le musicien nous dit où il nous amène ce matin. On va se rendre à la place, c'est juste en face de la cathédrale. Espace comme fonctionnaire, qui est un quartier qui est intimement lié à mon parcours parce que c'est le quartier de mon enfance. C'est là où j'ai grandi, c'est là où je décide d'être artiste. Les hommes et leur jalousie, mon seul tort, c'est d'être rencontré. Nous y sommes. Smarty est venu en repérage, l'un des derniers avant le concert. C'est ce terrain qui va abriter le spectacle. Coïncidence. Hey! Il croise sur les lieux celui chargé de faire la lumière du concert. Les 2 hommes se connaissent bien. L'éclairagiste promet un grand show. On est venu toujours pour des bons repérages, mieux préparer les équipements, l'équipe et tout ça. Ça sera du balèze, donc il faut bien le préparer. Ce que nous allons voir ici, ça sera une copie de ce qu'on a déjà fait au stade, mais en amélioré. Entre le musicien et ce lieu, il y a toute une histoire. Et c'est cet endroit qu'il a choisi pour prôner la paix et l'union, pour faire face au terrorisme. Quand on venait ici, on aurait organisé un événement comme ça ici. C'était inimaginable. Donc on aurait pu aller dans d'autres salles, dans d'autres espaces plus grands, mais je pense que la symbolique, elle est importante sur le choix de ce lieu. Donc, nous, en tant qu'acteurs culturels, on se dit qu'on peut mener aussi le combat et que la première arme qu'on a, c'est notre art, c'est le micro, c'est la scène. Parce que cet espace-là, ça va être un peu comme un gros baobab où les gens viendront, ils laisseront leurs différences loin. C'est-à-dire, les palabres loin et on viendra prouver au monde qu'on peut avoir une seule pensée, une idéologie, se pardonner, s'accepter juste en tant que Burkinabé, en tant qu'Africain et partager ces moments-là. Faire 20 ans de carrière, exister et être toujours dans le cœur des gens, c'est pas facile. Donc il y a 2 volets dedans. On parle de cohésion, de paix et d'unité parce que c'est important, mais c'est une façon pour moi aussi de dire merci aux populations. Merci pour ce soutien qu'ils m'ont apporté et je ne peux pas leur demander de venir payer pour assister à ça. Le soleil est au zénith de ma vie, arriverai-je au crépuscule, au zénith de Paris. Moi j'ai pris le train de l'espoir, je ne sais à quelle heure et de quel rêve le bonheur m'attendra au quai. Plusieurs autorités coutumières et religieuses ont apporté leur soutien à ce spectacle de Smarty. Le musicien a été reçu par le Mogo Naba, l'empereur des Mossé, la communauté chrétienne dans son ensemble. Il s'est dit aussi être reçu par la communauté musulmane. Objectif, prôner la paix et l'unité. Lamine Traoré pour VOA Afrique, Ouagadougou. Et c'est avec ce reportage que nous mettons en terme à Focus Sahel. Merci à tous d'avoir suivi cette émission et en ligne sur notre site web voaafrique.com. Au revoir.